Bienvenue pour cette conférence sur la CSRD, les DIRO, donc les dépendances, impacts, risques et opportunités. Et on va parler de comment l'analyse DIRO permet de construire sa feuille de route environnementale. Donc pour ça, je suis accompagnée de deux super invités que je remercie grandement de s'être joints à moi. Donc Alexandre Marty, responsable climat et ressources naturelles au sein de la direction Impact d'EDF. Bonjour Alexandre. Et Laure Amrani, je vais pas me tromper, et donc tu es, j'ai perdu ma note, chargée de projet biodiversité et eau à la Fédération nationale des travaux publics. Hop. Donc en effet, aujourd'hui, on va parler des DIRO. Mon bip marchait tout à l'heure, ne marche plus. Bon, on va improviser, c'est pas grave. Hop, je sais pourquoi. Voilà. Je vous fais toute la présentation en avancée. Hop. Donc, et moi-même, Fanny Bancourt, consultante en stratégie biodiversité chez BL Evolution. On va y arriver. Hop, consultante en stratégie biodiversité chez BL Evolution, et donc BL Evolution, cabinet de conseil en transition écologique. Également coopérative à mission. On accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises et les collectivités territoriales ainsi que les institutions financières sur leurs enjeux de biodiversité, mais aussi les sujets de mobilité, d'environnement, de climat, d'économie circulaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de DIRO, initier la démarche. Donc, on va parler de qu'est-ce qui se passe au début de la démarche, pourquoi on y va, comment on y va. On va parler aussi de mise en œuvre, quelles difficultés, quels enjeux, et puis on va parler aussi un petit peu de résultats. À quoi ça sert, qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a fait son analyse DIRO et où est-ce qu'on va. Quelques éléments d'introduction sur la CSRD. Alors, je pense que je n'ai pas trop besoin de présenter la CSRD vu que toutes les conférences ProDurable en parlent aujourd'hui. Mais donc la CSRD, cette nouvelle contrainte de reporting où on vient passer d'un reporting extra-financier traditionnellement très déclaratif sur ce qu'on fait de bien et maintenant un peu plus contraignant avec des demandes de données précises de manière à ce que les parties prenantes, vos parties prenantes, puissent obtenir des données de qualité, fiables et surtout comparables entre les différentes entreprises. Et donc, voilà, une demande précise sur l'ensemble des thématiques de la CSRD, donc que ce soit l'environnement, mais aussi le social et la gouvernance. Et donc, dans la CSRD, l'analyse des DIRO est un élément essentiel, puisque c'est un petit peu le début de la démarche, le début de son analyse, le début de sa mise en œuvre. Et donc, en quoi ça consiste ? Les DIRO, c'est déjà DI, donc l'analyse des impacts et dépendances environnementales, et tout ça au service de l'analyse de risques, que ce soit les risques de transition ou les risques plus opérationnels, et de l'analyse des opportunités pour l'entreprise, afin de pouvoir informer la stratégie et donc créer une stratégie pertinente et surtout une stratégie qui soit mise en œuvre derrière. Donc voilà, les DIRO, c'est important, mais c'est la première étape avant la construction puis la mise en œuvre d'une stratégie RSE environnementale. Hop, du coup, j'ai perdu mon petit papier. Hop. Du coup, je vais passer la parole à mes invités pour commencer sur cette partie, initier la démarche. Et donc, ma première question à vous deux, c'est au-delà de la réglementation, pourquoi et comment s'engager dans une démarche d'identification des DIRO ? Donc, peut-être Laure en premier. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je travaille à la Fédération nationale des travaux publics. Et donc nous, notre particularité, c'est qu'on n'est pas vraiment une entreprise, on est une fédération. Donc on représente en réalité 8500 entreprises de travaux publics. Donc travaux publics, c'est toutes les entreprises qui font de l'aménagement, de la construction, de la maintenance d'infrastructures. Et donc voilà, on n'a pas une seule activité, mais 8500. Et donc on est répartis en plusieurs syndicats de spécialité en fonction des métiers des travaux publics.
Donc on va avoir les constructeurs de routes, on va avoir les entreprises qui posent des réseaux fluides, des réseaux d'eau, on va avoir les entreprises qui posent les réseaux électriques, les voies ferrées, etc. Donc voilà, c'était notre enjeu. Et puis on a aussi une particularité qu'on ait plusieurs typologies d'entreprises, plusieurs tailles, plusieurs régions. On représente à peu près, je crois, 90% TPE-PME. Donc pas uniquement les majors. Et donc, en tant que fédération professionnelle, nous, notre travail, c'est notamment d'accompagner nos adhérents. Et forcément, la transition écologique, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ce qu'on s'efforce de faire depuis plusieurs années. Et donc, on a un peu classiquement commencé par le carbone. Donc on a mené une étude au niveau de la filière il y a plusieurs années avec Carbone 4, Utopie, qui nous a permis de déterminer un peu le poids des infrastructures dans les émissions carbone en France, qui est à peu près de 3,5%. Et de là, on a déduit une trajectoire de décarbonation. Voilà, nous, on a un objectif de décarbonation de 40% d'ici 2030. Et après, voilà, donc c'est par exemple le carbone, ça a permis ensuite d'infuser dans les différents métiers. Et on a eu envie de faire un peu la même chose avec la biodiversité. En plus, donc voilà, comme tu l'as dit, la CSRD, le Green Deal, donc c'est des questions qui se posent de plus en plus à nos entreprises. Et donc, c'était important pour nous de vraiment commencer à objectiver un peu le sujet, surtout que les TP, la particularité, c'est qu'on a quand même vraiment une activité qui est en lien direct avec les milieux naturels. L'interaction travaux biodiversité, elle se voit presque physiquement, donc c'était assez important. Et puis, donc, on a été accompagné de BL pour commencer à travailler là-dessus. Et on était d'abord très parti sur les impacts. Et en fait, ça va de soi, quand on commence à travailler le sujet, de parler d'impact, mais aussi forcément de dépendance, pour qu'on ait vraiment une vue la plus complète possible, on va dire, de tous les enjeux. Et donc, pour commencer, on a décidé de cadrer notre démarche sur 6 métiers des travaux publics, parce qu'on a beaucoup. Donc, on a choisi de commencer par les métiers des routes, les métiers des réseaux fluides, les métiers des réseaux électriques numériques, les voies ferrées, le génie civil et le terrassement. Et donc de là, voilà, on a pu commencer à travailler par une logique d'entretien. Et donc nous aussi, voilà, ce qui était important pour nous dans le début de notre démarche, c'était vraiment d'arriver à la fin d'outiller du coup toutes nos entreprises pour qu'elles puissent définir une stratégie biodiversité. Parce que voilà, encore une fois, beaucoup d'adhérents différents, donc forcément beaucoup de ressources différentes, des entreprises qui ne sont pas forcément toutes acculturées de la même manière aux questions de biodiversité. Et donc notre objectif par cette étude, c'était de vraiment avoir un livrable qui puisse servir à tous et qui puisse vraiment de mettre le pied à l'étrier des entreprises pour mettre en place une vraie stratégie biodiversité à la fin. Super, merci beaucoup. Et donc, même question pour toi, Alexandre, au-delà de la réglementation, comment s'engager dans une démarche d'IRO ? Merci Fanny, bonjour à tous. Donc EDF, en quelques mots, nous on est une entreprise intégrée du domaine de l'électricité. On est actif sur la production, la distribution et puis la fourniture d'énergie, principalement d'électricité, avec une diversité des métiers de la production. On est sur l'ensemble du champ de la production d'électricité. Vous nous connaissez beaucoup pour le nucléaire. L'ADN historique d'EDF, c'est l'hydro. On a encore un petit peu de production thermique qui est encore bien utile au mix électrique. Et puis le développement, c'est le renouvelable chez nous. Qui est vraiment la source de croissance de capacité de production. Et donc, sur l'ensemble de ces métiers, on est quand même historiquement assez focalisé sur le lien avec l'environnement. Je vais parler beaucoup d'environnement, moins de social, parce que c'est plutôt mon champ d'expertise. Mais donc, notre focalisation sur l'environnement, historiquement, elle est quand même liée beaucoup elle est focalisée sur les impacts. Et ça vient notamment de la pression réglementaire. La réglementation, quand même, nous oriente quand même pas mal sur les impacts et la limitation des impacts, après les avoir évalués. Et c'est vrai que l'approche d'IRO, en fait, elle déplace le sujet. Elle nous permet de déplacer le sujet finalement au cœur du métier, au cœur du business, quand on commence à s'interroger sur nos dépendances aux écosystèmes, nos dépendances à un certain nombre de ressources. On commence, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ensuite ce qui vient derrière, c'est l'évaluation des risques et potentiellement des opportunités. Tout ça revêt une dimension financière.
revêt une dimension opérationnelle, une dimension vraiment business au sens strict, voire stratégique. Et donc là, on commence à intéresser le management de l'entreprise, on commence à intéresser les directeurs financiers des différentes business units, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Et donc, c'est là qu'on commence à se dire qu'on touche quelque chose d'intéressant. Historiquement, en étant focalisé sur la limitation des impacts, on faisait de l'environnement un petit peu à côté ou autour du business. Et là, en se focalisant sur les dépendances et les risques et les opportunités, maintenant on met l'environnement au cœur du business et c'est ça qui est assez intéressant. Super, merci. Et pour rester avec toi, Alexandre, peut-être maintenant un peu sur les difficultés, les enjeux qui ont été identifiés dans la mise en œuvre de la démarche, et puis un petit peu aussi ce questionnement sur comment rassembler les parties prenantes autour de la démarche dans un grand groupe comme EDF. Alors, je dirais que le premier écueil à éviter, c'est l'exercice un peu théorique, un peu top-down. Je ne dis pas qu'on n'est pas tombé dedans, hein. J'ai quelques collègues dans la salle, y compris de certains métiers que j'ai cités tout à l'heure. Ils pourront me contredire ou confirmer ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment il faut éviter l'exercice purement théorique qui est déconnecté de la réalité opérationnelle. Et il faut éviter, je pense, de le justifier. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, on parle de CSRD. Là, je pense qu'à la fin de la journée, il va y avoir un phénomène de CSRD fatigue aiguë. Et donc, je pense qu'il faut éviter de justifier l'exercice par la CSRD. En fait, la CSRD, elle n'a fait que formaliser quelque chose qui fait vraiment du sens. De s'interroger sur ces dépendances et risques et opportunités pour vraiment, encore une fois, mettre ces sujets-là au cœur de la stratégie de l'entreprise, hein, que ce soit pas juste un paquet cadeau autour de la stratégie, on fait un paquet cadeau RSE, mais c'est vraiment mettre ces sujets au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et donc pour que ce soit le cas, il faut pas que ce soit un exercice théorique, et donc il faut travailler avec les gens du terrain, il faut impliquer les métiers, il faut qu'il y ait une vraie dimension bottom-up dans cet exercice. Pour que tout ça ait du sens. Et je pense qu'il faut aussi être très humble vis-à-vis de cet exercice. On va dire que la très grande majorité des entreprises l'ont lancé cette année, encore une fois, en lien avec la CSRD. Mais c'est pas parce qu'on commence aujourd'hui que la fin c'est la première publication du rapport de durabilité. Ça va forcément être un exercice qui va se construire dans la durée, ça va être un exercice itératif parce que de toute façon l'entreprise change, l'environnement change, donc forcément cette identification des DIRO et cette intégration de ces DIRO dans le plan stratégique de l'entreprise, c'est forcément un exercice qui va rester avec nous pour longtemps. Donc je pense qu'il faut en avoir conscience. On n'a pas juste donné un coup de collier, il faut vraiment inscrire ça dans la durée et voir comment ça peut vraiment alimenter la discussion avec le top management de l'entreprise sur l'importance de ces sujets-là pour les enjeux opérationnels, les enjeux stratégiques, les enjeux financiers de l'entreprise. Trop bien, merci beaucoup Alexandre. Laure, de ton côté, un petit peu comment la FNTP s'est appropriée cette démarche, et surtout, pareil, vous n'êtes pas un grand groupe, vous êtes un ensemble d'adhérents. Comment est-ce que vous avez réussi à les embarquer dans la démarche ? Ouais, ça a été un vrai sujet. Le premier enjeu, ça a été vraiment de cadrer l'étude, enfin la démarche au maximum. Donc c'est pour ça qu'on a défini seulement une partie des métiers de la FNTP et pas tous. Donc vrai enjeu au début déjà sur la définition de la chaîne de valeur. On a du coup défini ensemble une chaîne de valeur un peu globale, on va dire, de toutes les activités de TP, avec du coup en amont on va retrouver tout ce qui est matériaux, extraction, raffinage, etc. En opération directe, tout ce qui est travaux, chantiers, et en aval, tout ce qui va être utilisation des infras et puis gestion des déchets.
donc pour avoir un peu un point de vue global. Et après, on s'est vraiment attaché à définir 6 chaînes de valeur définies, différentes, sur lesquelles on allait travailler derrière. Et un peu comme Alexandre, nous aussi, on avait un vrai enjeu d'embarquer en fait le maximum de personnes possible. Donc, on a vraiment travaillé avec nos adhérents. On a travaillé beaucoup par système d'ateliers, donc avec à chaque fois des entreprises qui représentaient les différents métiers. On a essayé d'avoir différentes tailles, différentes régions, enfin voilà, d'avoir quelque chose le plus représentatif possible. Et voilà, le dialogue était vraiment très important, donc beaucoup d'ateliers, beaucoup de séances de restitution pour à chaque fois challenger les résultats qu'on a pu avoir. On voulait que ce soit vraiment le plus proche possible des résultats du terrain et que ce soit le plus concret possible au final, pour éviter d'avoir ce côté déconnecté qu'on peut nous reprocher parfois. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Je ne sais pas si on peut présenter, voilà, ça c'est un peu les principaux enjeux qu'on a pu identifier suite à l'étude. Donc là, c'est vraiment au niveau des global, donc c'est pas sur les chaînes de valeur précises, mais du coup globalement les dépendances et les impacts. Donc les dépendances, on s'est basé à chaque fois, donc à la fois sur la littérature scientifique, donc l'IPBES principalement, la base de données encore, et puis du coup qu'on a à chaque fois challengé avec des réunions, ateliers pour voir un peu la maturité aussi des métiers. Donc par exemple, voilà, on a pris les 5 facteurs de pression de l'IPBES et sur ça, on a regardé un petit peu sur quoi les activités de TP pouvaient agir. Donc on retrouve le changement d'usage des terres qui est un peu le plus logique parce que forcément les travaux publics, ça aménage le territoire, donc ça peut artificialiser les sols. Donc toutes les activités peuvent avoir un impact sur le changement d'usage des terres. On va avoir tout ce qui est émissions de CO2 qui est principalement avec tout ce qui est engins de chantier. Aussi toute la partie amont avec la production des matériaux. Consommation d'eau, donc ça c'est un peu la particularité. On a choisi de ne pas prendre seulement les ressources naturelles. Normalement, il y a un facteur d'érosion qui est donc utilisation des ressources naturelles. Et au final, donc, les travaux publics utilisent assez peu les ressources naturelles classiques, sauf l'eau. Donc on a décidé de vraiment se concentrer sur l'eau là-dessus, qu'on retrouve du coup, encore une fois, surtout sur la partie amont dans la production des matériaux, comme par exemple les bétons, ou du coup pour les opérations directes, là ça va être tout ce qui est nettoyage d'engins, abattage de poussière, etc. Pollution, on retrouve aussi tout ce qui est rejet parfois sur l'eau, mais aussi tout ce qui est pollution sonore, pollution lumineuse, qui est un vrai sujet. Et espèces exotiques envahissantes, qui est aussi une thématique qui est traitée depuis un petit moment par la profession, puisque forcément avec tous les déplacements des terres, les mouvements d'engins, on peut être soumis à des risques de dissémination accidentelle d'espèces exotiques envahissantes. Donc on a pu avoir une vue d'ensemble ici TP, et ensuite on est venu vraiment la préciser par métier pour que pour chaque métier on définisse les dépendances critiques et les impacts critiques pour ensuite derrière pouvoir vraiment travailler dessus et faire des stratégies le plus appropriées possible. Super. Et du coup, quelle première conclusion est-ce que vous tirez? Comment est-ce que ces enseignements ont été transmis? Et comment est-ce que vous avez réussi à intéresser les PME suite à ces résultats-là? Je reprends mes notes, je suis un peu perdue. Oui, donc l'intérêt de cette étude, du coup, c'était vraiment d'objectiver nos rapports à la biodiversité, parce que comme j'ai dit, intuitivement, on le sait que les travaux publics, ça va impacter la biodiversité, mais on ne sait pas vraiment comment. Et puis le fait de le prendre sous l'angle d'IRO, ça a vraiment aussi, c'était très pertinent, surtout vis-à-vis de la biodiversité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pluriel. Et donc de ne pas justement le prendre que comme l'impact, le côté réglementaire, le côté impact, ça a été vraiment très riche pour nous. Surtout que le fait de fonctionner en atelier, voilà, on a vraiment pu aussi voir comment est-ce que les entreprises de TP se sentaient par rapport à la biodiversité. Et donc, on a pu voir où est-ce qu'elles en étaient, est-ce qu'elles avaient déjà commencé à prendre des actions là-dessus. Et on a pu aussi notamment voir le risque opportunité. Donc, le côté opportunité qui était déjà assez mature chez les entreprises. Donc ça, c'était vraiment positif. Et donc, on a décidé de travailler sur un livrable qui, du coup, résumerait à la fois cette partie étude, mais qui, surtout, pourrait récapituler des bonnes actions que les entreprises pourraient prendre. Donc, on s'est basé sur des choses qui étaient déjà faites, des choses qu'elles voudraient faire. Et donc, à la fois, on a des actions qui sont au niveau des entreprises qui pourront être généralisées. Et on a aussi des actions qui ont émergé au niveau de la filière. Donc, ça, c'était assez surprenant, mais hyper positif, parce que, du coup, ça a pu aussi challenger, nous, notre stratégie en tant que fédération sur les axes d'accompagnement qu'on avait identifiés, certains, on a pu les améliorer, on a pu aussi les enrichir. Donc on a été agréablement surpris de toute la matière au final qui en est sortie, surtout sur la partie opportunité.
Super. Et un peu le même style de question en termes de résultats, Alexandre, de ton côté, quel lien a pu être fait entre les conclusions et la stratégie, et puis aussi quel impact sur la relation avec les parties prenantes? Alors le lien avec la stratégie, bon, il est encore un peu en devenir, hein, mais on a bon espoir de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, hein, engager un dialogue, mettre le sujet en des termes qui parlent vraiment au management de l'entreprise et aux gens qui prennent les décisions. Je vais peut-être faire un focus sur un sujet qui est l'eau, qui est aussi un peu structurant pour nous. Bon, la production d'électricité d'EDF, à plus de 80%, est dépendante directement ou indirectement de la ressource en eau, hein. C'est directement pour l'hydroélectricité. Finalement, l'eau, la ressource en eau, c'est le combustible de l'hydroélectricité d'une certaine manière. Et puis pour nos centrales de production thermique, que ce soit nucléaire ou fossile, une grosse partie en fait est dépendante pour sa source froide, comme on dit, de la ressource en eau. Beaucoup en bord de mer, mais quand même une partie significative aussi en bord de rivière. Donc la ressource en eau douce, c'est quelque chose de clé pour nous. Alors on n'a pas découvert avec l'exercice d'Hydro, hein, je vous rassure. Mais en fait, cette réflexion-là, elle fixe un cadre et elle permet de rassembler dans une vision plus cohérente des éléments qui pouvaient peut-être être un petit peu éparpillés avant. Donc de donner un cadre pour cette réflexion et surtout pour l'action qu'il y a derrière. Et puis ça nous oblige à à vraiment penser la question des opportunités. Et encore une fois, les opportunités, on en avait identifié, mais ça renforce peut-être ce sujet-là. Un exemple. EDF Hydro, c'est 80% de la capacité de production hydraulique en France. C'est un peu plus d'un tiers de la gestion des eaux de surface en France, hein, des retenues d'eau qui existent. On a un rôle à travers l'exploitation de nos ouvrages hydroélectriques qui est très important dans la régulation des flux d'eau, des débits d'eau. Et d'ailleurs, on voit de manière assez intéressante, hein, que l'équipement hydroélectrique de la France et notamment du bassin des Alpes, c'est après-guerre, les années 50, 60, début des années 70. C'est là que le gros de l'équipement a été fait. Et si vous voyez l'écoulement des débits moyens dans les rivières avant la période d'équipement et après la période d'équipement, vous voyez que en fait, les pics d'écoulement en fin d'hiver, en printemps et au printemps sont un petit peu atténués, puisque c'est le moment où on stocke de l'eau dans les réservoirs. Et en revanche, les débits moyens sont augmentés en été et en automne, qui étaient traditionnellement des périodes où les débits étaient beaucoup plus faibles. Donc en fait, les barrages hydroélectriques ont naturellement cette fonction d'atténuation des pics ou des événements extrêmes qui vont augmenter en contexte de changement climatique. Et donc ça questionne finalement notre rôle dans la gestion de l'eau, dans un contexte où il y a de multiples usages, bien évidemment, de la ressource en eau, hein, que ce soit l'adduction en eau potable, l'irrigation, l'utilisation industrielle de l'eau. J'aurais dû citer les milieux en premier quand même, le tourisme, voilà. Et ces différents usages de l'eau ont des intérêts qui ne sont pas toujours convergents. Et donc nous, on va se retrouver finalement un petit peu au cœur de l'exacerbation des tensions autour de cette ressource en eau. Et donc ça questionne notre métier d'hydroélectricien. Aujourd'hui, on utilise l'eau principalement dans une logique d'optimisation du potentiel hydroélectrique, mais qui n'est pas toujours cohérent avec les autres usages de l'eau. Et donc il y a un certain nombre de risques, mais aussi d'opportunités qui peuvent naître de ce rôle un petit peu particulier et de cette capacité qu'on a à réguler
les débits, et notamment potentiellement au service des milieux. Parce que si les retenues hydroélectriques n'étaient pas là, on aurait un certain nombre de milieux qui, dans les derniers étés qu'on a vécus, seraient beaucoup plus asséchés et souffriraient beaucoup plus que ce qu'ils n'ont souffert du fait de la présence de ces ouvrages. Et puis, ça nous a permis aussi, je pense, l'approche d'Hiro, toujours sur ce sujet de l'eau, d'aller chercher un petit peu au-delà de nos activités et de réfléchir un peu outside of the box, comme on dit, et de vraiment mettre l'accent sur les services écosystémiques et de réfléchir véritablement à ce que les écosystèmes, la préservation des écosystèmes existants, la restauration d'écosystèmes pouvaient nous apporter, apporter en termes de régulation du grand cycle de l'eau. Donc on peut penser aux zones humides, aux tourbières, mais plus largement aussi aux zones plantées, à commencer par les forêts. On avait la conviction, mais on est en train d'étudier ça de manière plus approfondie et puis de mettre en œuvre des projets pilotes pour étudier finalement le rôle que la conservation des forêts pourrait avoir dans la régulation du grand cycle de l'eau et les bénéfices qu'on pourrait très égoïstement et de manière très intéressée en retirer. Donc voilà, je dirais que cette approche sur les DIRO, elle nous a obligés à donner un cadre un peu cohérent et finalement plus puissant à des choses qu'on faisait déjà ou à des choses qu'on savait déjà, mais de manière à les amplifier, et encore une fois, à ramener ça au cœur des enjeux business. Trop bien, merci beaucoup pour cet exemple super concret en fait de comment est-ce qu'on passe d'une dépendance et un impact à vraiment des risques et des opportunités et puis de la mise en action derrière avec de la préservation. Super intéressant. Il nous reste un petit peu de temps pour un petit mot de la fin. Peut-être commencer par Laure. Quel mot de la fin un petit peu sur les pistes, les défis et puis les pistes pour la suite ? Le principal enjeu, là, ça va être de faire redescendre vraiment toute la matière qu'on a, parce que du coup, c'est vraiment une étude très riche qu'on a menée et on a vraiment beaucoup de pistes d'action, donc c'est super chouette. Et là, il va vraiment avoir un enjeu de communication, de simplification, pour que vraiment on puisse acculturer le plus de personnes, plus d'entreprises possible à ces DIRO qu'on a réussi à définir et que ça puisse vraiment infuser dans les stratégies de nos entreprises. On va avoir aussi, je pense, pas mal de sujets de formation, parce que notamment ce qu'on a identifié dans les opportunités, c'est pareil, beaucoup d'opportunités business en lien avec la biodiversité. Je pense notamment au génie écologique qui fait partie notamment des savoir-faire de TP, donc tous les travaux qui visent à améliorer la résilience des écosystèmes. Et donc on a de plus en plus d'entreprises qui se positionnent sur ce marché, et on le savait, et ça a été confirmé notamment par l'étude. Et donc là, voilà, ça va être à nous de continuer et de mettre l'accent sur la formation pour que nos entreprises puissent vraiment se saisir de ces enjeux. Et ouais, il y a beaucoup de choses à faire, donc il n'y a plus qu'à mettre en œuvre et puis forcément assurer un suivi, parce qu'on a des feuilles de route qui vont être bien étoffées, et donc à nous de le mettre en œuvre et d'assurer un suivi cohérent et pertinent par rapport à ce qu'on a appris. Merci. Et Alexandre, même chose, un mot de la fin sur les défis et les pistes pour la suite ? Le défi et la piste pour la suite, ça va être le reality check quand même des publications à partir de février-mars. Donc la première publication d'ampleur en lien avec la CSRD. Donc reality check à double titre. On va voir ce que les autres ont produit, et notamment nos comparables. Et donc on va pouvoir voir si on a une approche et des conclusions qui sont communes, si on diverge complètement. Je pense que ça va être une phase très intéressante. Puis après, il va y avoir le reality check de la perception de ce que nous, on a produit. Et donc tu parlais des parties prenantes tout à l'heure, c'est quand même à elles qu'on s'adresse aussi en priorité, et on en a une variété. Je pense qu'il y a un certain nombre de parties prenantes du côté des ONG environnementales qui vont regarder avec attention ce qu'on aura publié, et puis du côté des investisseurs aussi, puisque c'est vrai que ce cadre de la CSRD, pour ne pas répéter à nouveau le mot, est quand même énormément orienté en termes de disclosure pour les besoins des marchés financiers. Donc c'est quand même une partie prenante importante. On va voir comment ce qu'on aura dit résonne par rapport à leurs attentes pour EDF.
Super, merci beaucoup. Si je résume un peu, et on le voit bien dans vos interventions, le but des DIRO, c'est pas juste de faire du reporting, c'est vraiment de comprendre ces risques-opportunités pour dialoguer avec la direction, pour dialoguer avec les métiers et surtout pour orienter l'action et agir de manière intelligente et pertinente face à ces enjeux. Et du coup, ça demande un peu un exercice d'équilibriste, de trouver le juste milieu entre répondre à la demande réglementaire, faire un exercice intelligent et puis pas épuiser toutes ces ressources quand même pour valoriser quand même l'action et arriver à aller assez vite vers des feuilles d'action, vers des idées de pistes d'action et puis vers la mise en œuvre de ces actions. Voilà, merci à tous. On a le temps pour prendre quelques petites questions. On a même un petit quart d'heure, donc c'est assez confortable pour prendre des questions. Merci beaucoup, Héloïse, de passer le micro. Je vois qu'il y a déjà une question devant, là. Madame. Bonjour, déjà merci pour cette présentation, c'est très intéressant. J'ai une question plutôt pour Laure. Excusez-moi, je voulais savoir à quel point le bilan carbone vous avez aidé sur l'implantation de ce projet de DIRO. Ça nous a aidé surtout, je pense, politiquement en interne parce que ça a été vraiment formateur, l'étude dont je parlais au début qui a vraiment fondé notre stratégie biodiversité. Ça a été hyper utile parce que ça a été vachement repris dans les métiers et ça a été vraiment fondateur de la stratégie de décarbonation. Donc le fait d'avoir été aussi avancé entre guillemets sur le carbone et de voir que les métiers s'en étaient saisis, les entreprises s'en étaient saisies et ça avait vraiment bien marché pour ensuite créer une stratégie environnementale. Ça a un peu légitimé le fait de faire la même chose sur la biodiversité. Donc je pense que c'est surtout dans ce sens-là plus que sur le fond vraiment de l'étude. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question de monsieur là-bas. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ma question s'adressera plutôt à Alexandre et en deux parties. La première, je voulais savoir, on a coutume de dire que le potentiel hydroélectrique est atteint en France, mais la petite hydroélectricité se développe. Est-ce que la démarche d'Hydro vous a permis de réorienter la position d'EDF vis-à-vis de la petite hydroélectricité? Et dans un second temps, vous avez évoqué le charbon et la fermeture des deux dernières centrales en France, en Loire-Atlantique et à Saint-Avold. Est-ce que vous avez articulé les choses avec ce dispositif de fermeture et la fin du carbone de la même manière que ce qui s'est passé outre-Manche? Merci. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir saisi complètement le sens de votre deuxième question. Je veux bien que vous la reformuliez. Vais-je dire comment la fin du charbon, comment avez-vous articulé le volet fin du charbon et le DIRO? Voilà. Où est-ce que vous l'avez abordé, tout simplement? Alors, on a pris un engagement de sortie du charbon il y a 5 ans, donc il n'y a pas de lien avec le cadre d'IRO tel que la CSRD l'a articulé. Et cet engagement-là, mais la sortie du charbon est une étape incontournable dans une stratégie net zéro. Donc, elle est bien sur le volet impact et sur le volet risque. Garder des actifs fossiles dans son portefeuille et continuer à investir dans des actifs fossiles, ça va comporter, non seulement ça génère des impacts, mais donc ça comporte un risque, notamment les fameux risques de transition, et les risques augmentent à mesure qu'on avance dans le temps. Donc je pense que c'est vraiment ça la logique. Sur votre première question, alors le développement de la petite hydraulique, EDF est sûrement pas l'acteur le plus actif sur ce sujet-là. Nos projets, ils sont plutôt sur la reconfiguration des ouvrages existants. Enfin, ils ont plutôt tourné autour d'ouvrages existants sans créer véritablement de nouveaux ouvrages ou de nouveaux réservoirs.
Le projet qu'on a par exemple en cours, qui est sur le barrage de Saumortier, c'est sur la vallée de l'Ain, et c'est un projet qui consiste à équiper un barrage existant d'une capacité de remontée de l'eau dans le bassin supérieur, ce qui constitue un potentiel de stockage supplémentaire. Hein. La première source de stockage d'électricité en France et même dans le monde de loin, c'est ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage. Pomper de l'eau à partir d'un bassin inférieur dans un bassin supérieur quand l'électricité est là en abondance pour pouvoir returbiner à l'inverse quand les besoins du système électrique sont plus importants. Et donc, c'est typiquement l'exemple d'un projet hydroélectrique où on ne crée pas de barrage supplémentaire, on ne crée pas de retenue supplémentaire, mais on augmente la fonction de stockage et les services de flexibilité que l'hydro peut fournir au système électrique. Et puis, ce faisant aussi, on atténue un certain nombre d'impacts environnementaux que cette chaîne d'ouvrage peut avoir. En tout cas, on les atténue de manière significative. Et on augmente la capacité de rafraîchissement des écosystèmes pendant l'été et l'automne. Donc là, on est vraiment sur la partie impact positif des DIRO et opportunités liées à ce projet-là. Puis après, on a d'autres projets de suréquipement, de reconfiguration, mais encore une fois, essentiellement d'ouvrages existants. Oui, il y a une question là. Tout le monde va comprendre à la fin de la journée que la CSRD n'est pas un exercice contraignant, mais un exercice stratégique, donc, puisque ça sera répété à peu près 987 fois. Donc, j'ai par contre bien entendu, Monsieur Marty, que vous disiez que c'est le lien avec le COMEX, c'est ça, et pas avec la gouvernance, c'est peut-être pas encore aujourd'hui complètement évident. Donc la question c'est, peut-être pas la première année, mais est-ce qu'il y a des projets ou des liens à faire, et comment faire ce lien avec des décisions stratégiques du COMEX, et non seulement du COMEX, mais du CA aussi. Et ça, c'est intéressant. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une démarche collective pour vous. Et là, est-ce qu'il y a un volet dans votre action qui vise à sensibiliser les COMEX de vos adhérents en fonction de leur taille, hein, et quand ils ont un CA également, parce que tout l'intérêt de l'exercice très technique aujourd'hui et très intéressant, etc., c'est quand même que ça remonte dans des décisions stratégiques à moyen et long terme. Voilà. Alors le lien, il est fait. Hein. Oui, un lien opérationnel dans les décisions, voilà, ou un lien d'information, c'est pas tout à fait la même chose. Exactement, c'est la très bonne question. Le lien d'information, il est fait. Nos dirigeants, y compris le conseil d'administration, ont été exposés à la CSRD, à ce qu'il y a derrière, comment on s'y prend, ont été exposés à notre notre analyse de matérialité et donc au DIRO clé. La question, c'est effectivement le coup d'après. Comment ça se traduit en décision stratégique. C'est vrai que ça fait un peu... mais enfin, voilà, comment on prend ça au cœur des décisions qu'un COMEX peut prendre sur les grands axes, et comment c'est intégré dans les grands axes de développement de l'entreprise. Je pense que pour le coup, chez nous, sur la partie climat, il n'y a pas de question. On vient de publier un nouveau plan stratégique. Et on voit vraiment que la question du climat et de la contribution du groupe à la décarbonation de l'économie et des économies dans lesquelles on opère, elle est vraiment au cœur du projet d'entreprise. On a quelques petits indicateurs clés de performance dans le projet d'entreprise, et il y en a deux qui concernent directement les émissions de CO2 et notre impact en termes de décarbonation de l'économie. Ce sur quoi on travaille avec le COMEX, avec le management de l'entreprise, c'est vraiment l'intégration des autres sujets en termes de conditions clés
de performance et de succès de ce projet stratégique et donc de tous les projets qui vont contribuer à décarboner l'économie. Sans prendre en compte les sujets de ressources, d'eau comme je le disais, mais les autres ressources, les enjeux de circularité, sans prendre en compte les enjeux de transformation de compétences, les enjeux de transition juste, de précarité énergétique. Voilà. Ce projet n'est pas viable d'une certaine manière. Donc c'est là-dessus finalement que la discussion se fait et qu'elle se poursuivra dans les mois et les années à venir. Et je crois qu'il y avait une deuxième partie de la question qui était un peu plus tournée. Ouais, nous, pour tout ce qui est sensibilisation, dirigeants, COMEX, etc., ça fait partie des enjeux qui ont été identifiés à l'issue des DIRO, de comment justement embarquer le volet plus stratégique. Une des pistes de solutions qu'on étudie, ce serait de créer un module de formation du coup, qui serait dédié un peu au top management COMEX sur les enjeux environnementaux, mais assez global aussi, pas seulement biodiversité, qui permet, où on noterait à la fois carbone, mais aussi adaptation au changement climatique, économie circulaire, etc. Et voilà, des modules de formation ou de sensibilisation, je ne sais pas trop quelle forme ça pourrait prendre, mais qui seraient vraiment du coup dédiés vraiment au top management, donc pour avoir un aspect plus stratégique vraiment et 360. Ça fait partie de nos idées. Hop, et il y avait une autre question. Et juste pour compléter là-dessus, la sensibilisation ou la formation, ça peut paraître quelque chose d'anodin et de complémentaire, mais en fait, c'est essentiel parce que ça informe la décision. Et il n'y a pas vraiment d'autres moyens de faire pencher la balance que d'aller former, sensibiliser et exposer aux risques et opportunités. D'où l'intérêt de ne pas s'arrêter au DI en fait, et de bien aller jusqu'aux risques et opportunités et de sensibiliser, former là-dessus les décisionnaires. Bonjour, j'ai une question de méthodologie, notamment par rapport aux dépendances. C'est quand même un sujet extrêmement nouveau que peu d'entreprises vont aborder. Donc, pardonnez-moi, Madame Amrani, mais la question s'adresse plutôt à Monsieur Marty. Est-ce que vous pouvez nous décrire, si possible, comment vous avez qualifié et quantifié les différentes dépendances ? Alors ça, c'est bon. Déjà, il y a l'identification des sources de dépendance. Et c'est vrai que Fanny t'en a parlé tout à l'heure. Enfin, il y a un certain nombre d'outils. Il y a un corpus méthodologique et d'outils qui est en développement. On a parlé de la base encore, qui était. Et on avait fait une première analyse d'ailleurs avec BL il y a deux ans. Donc on parlait même pas de DIRO à l'époque. Sur la base encore, et qui nous a permis d'abord de prendre conscience de l'utilité de ces outils, de leurs limites aussi. On a beaucoup challengé finalement l'adaptation de ces outils qui encore. J'ai démarré en disant, je crois, il faut se méfier des approches top-down. Et en fait, voilà, un des pièges, c'est d'utiliser ces outils qui ont l'air tout faits, qui ont l'air d'être bien adaptés à votre secteur. C'est-à-dire qu'en plus, on en a fait des déclinaisons maintenant. Enfin, l'outil encore, c'est amélioré. Il y a eu des déclinaisons par un certain nombre d'acteurs. Nous, on a participé aux travaux du WBCSD, le World Business Council for Sustainable Development, qui a, à partir de la base encore, mis sur la table des guides un petit peu sectoriels pour aider à identifier les DIRO. Donc il y a cette base méthodologique là, mais il faut vraiment la confronter à la réalité opérationnelle. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Et nos métiers ont beaucoup challengé ces outils-là. Fanny s'en souvient peut-être encore. Mais c'est vraiment une bonne base et ça fixe un cadre de réflexion. Après, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle pour la quantification des dépendances. Il faut voilà. Je pense que chacun doit se fixer sa propre méthodologie, ses propres seuils, prendre en compte aussi l'avis de ses parties prenantes, parce que c'est quand même un petit peu la logique. C'est pas de faire l'exercice tout seul, c'est de le confronter un petit peu à l'extérieur et à la perception de l'extérieur. Et je dirais même, d'une certaine manière, si le sujet est important pour l'externe, il doit l'être pour vous.
ne serait-ce que en ayant conscience que ce sujet est important pour l'externe, et donc en faisant la démonstration que peut-être dans les faits il ne l'est pas. Nous on a un ou deux sujets comme ça, ou en tout cas qu'il n'est pas matériel. Mais je serais bien... Enfin, je serais bien en peine de vous dire qu'il y a une recette toute faite ensuite pour la quantification des dépendances et ressortir celles qui sont matérielles par rapport à celles qui ne le sont pas. Peut-être des éléments un peu de complément. C'est vrai que sur les dépendances, aujourd'hui, la quantification de la dépendance, il y a des choses qui sont proposées. Je mettais ici les publications qu'on a sorties, la TNFD, notamment la méthode LEAP, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais propose des choses. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les dépendances, il ne faut peut-être pas forcément s'embêter à essayer de quantifier des dépendances. Ça a peut-être moins d'intérêt que d'essayer de quantifier les risques qui sont associés à ces dépendances-là. Et donc, c'est plus une histoire d'identifier ces dépendances, d'identifier celles qui sont matérielles, et quitte à faire des erreurs et à identifier comme matériel des dépendances qui peut-être au final sont pas matérielles, mais pour les intégrer à une analyse de risque et plutôt essayer de quantifier, d'évaluer et de reporter sur les risques qui vont derrière et potentiellement les impacts financiers associés à ces risques dans l'esprit de ce qui est demandé par la CSRD. Et c'est vrai que la CSRD ne demande pas quantifier vos dépendances, elle demande identifier vos dépendances, expliquer comment vous l'avez fait, mais par contre aller jusqu'au risque et les risques, si possible, et d'ici 2-3 ans, quantifier et évaluer l'impact financier des risques. Donc voilà, le conseil, c'est peut-être ça. Les dépendances, identifiez-les. Si vous avez des métriques, tant mieux. Si vous avez des quantifications faciles, utilisez-les, mais utilisez plutôt pour analyser vos risques et vos opportunités. Bien meilleure réponse de Fanny que la mienne, mais que je vais quand même oser compléter. Et effectivement, sur la quantification des risques, je pense que dans toutes vos entreprises, vous avez des méthodes d'identification et de quantification des risques pour ressortir quels sont les risques qui sont matériels, qui font partie de votre cartographie des risques et des risques prioritaires. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait, nous, dans un prisme. Enfin, on a différents critères, notamment des critères financiers. Et donc, quand on a évalué l'impact financier potentiel d'une dépendance pour aboutir à, pour déterminer si finalement ce risque était matériel, mais il est bien lié en général à une dépendance. Super. Merci à tous pour ces questions. N'hésitez pas à venir, si ceux qu'on n'a pas pu traiter comme questions, à venir nous retrouver sur le stand 182 qui est juste à côté d'ici, voir BL Evolution. Et sinon, on se retrouve demain à 10h30 pour parler de business model régénératif avec mes collègues Laura et Sylvain. Voilà, venez nombreux. Merci à tous et merci encore à mes intervenants. Merci beaucoup.